Nous sommes à Annecy avec Arnaud et Jérémy pour le Festival international du film d'animation et on a la chance de pouvoir interviewer tout de suite deux réalisateurs qui ont leur film en sélection officielle et en compétition au festival. Donc on a tout de suite Denis Do pour son film Funan et puis ensuite la réalisatrice Nora Twomey pour son film Parvana. Allez viens, c'est parti. Salut Denis, merci pour cette interview sur Rouge Vert Bleu. Je vais te poser plusieurs questions sur ton parcours et et peut-être la première c'est comment on devient un réal de film d'animation. Est-ce qu'on doit forcément passer par le dessin pour toi? Je crois que c'est ton parcours, est-ce que tu peux nous en parler? Salut à vous qui êtes derrière la caméra aussi. Donc oui, effectivement, Funan, c'est mon premier long métrage d'animation. Alors pour répondre à ta question, comment on devient réal de long métrage, tu veux dire, ou réal tout court? Réal de film d'animation, puisque là c'est un peu spécifique. Déjà, il faut vraiment être persévérant. Tout dépend en fait du contenu que tu veux raconter. Si par exemple tu veux, tu peux avoir brillé aussi déjà par un court métrage fait à l'école, etc., et avoir été repéré par un producteur, une productrice. Ou bien, dans mon cas, qui est assez spécifique, je pense, c'est que moi, je suis sorti de l'école avec cette idée-là, en fait. J'avais envie de raconter cette histoire. Et je sortais de nulle part un petit peu. J'avais pas un CV. On n'a pas de CV quand on sort de l'école. Hein. Tout ça, ça se construit. Moi, je savais parce que j'avais entendu beaucoup de gens me dire que ça allait prendre pas mal d'années. Et je me suis dit, allez, je me lance quand même parce que de toute façon, justement, comme ça va prendre pas mal d'années, j'aurai le temps de, on va dire, me professionnaliser dans le milieu, sur d'autres prods, etc. et bien apprendre afin de pouvoir faire mon film. Et du coup, c'est la ligne directrice que j'ai suivie. Ça a pris 7 ans avant la mise en production. Et 7 ans parce qu'au sortir de l'école, je me suis mis à écrire, à collecter des infos, à essayer de tout agencer. Mais l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, je pense, c'est de se surestimer, de croire qu'on peut tout faire. Moi, je savais que je ne pourrais pas tout faire. Du coup, j'ai rapidement fait appel à un pote, un ancien camarade de Gobelin, qui s'appelle Michael Crouza et qui est l'auteur graphique de Funan. Et je lui ai demandé de m'épauler sur l'aspect visuel et parce que je voulais me concentrer sur le récit, son authenticité. Et j'ai fait appel à une co-scénariste aussi pour venir collaborer avec moi. Et elle qui, à la base, ne connaissait rien en fait de l'univers du film, du régime Khmer Rouge. Et j'avais besoin de cette fraîcheur-là. Et surtout d'un point de vue féminin pour raconter l'histoire d'une femme en fait. Du coup tout s'est construit comme ça petit à petit et je pense que seul on peut aller plus vite mais ensemble on peut aller plus loin. Est-ce que tu penses que c'est comme pour un film en prise de vue réelle, tu as besoin de faire tes preuves aussi en passant par le court-métrage et peut-être en te construisant ton équipe peut-être d'animateurs, d'animation, etc. Et ensuite seulement tu pourras proposer de faire un long métrage. Toi, c'est la voie que tu as pris et c'est la voie que tu penses être la plus efficace. Alors, pour répondre à la question, je vais te raconter ce qui s'est passé en fait après l'école quand j'ai discuté avec l'équipe pédagogique en leur racontant mon projet. Alors, je pense que bien évidemment, ils ont dû se dire ah ouais, quand même, le mec, il vient juste d'être diplômé, il veut faire un film, faut qu'il redescende sur terre. Sauf qu'il y a un des profs, je dis pas qu'ils ont pensé ça, mais ils ont le droit de le penser. Je pense que j'aurais pensé ça d'un élève, voilà. Et il y a un des profs qui m'a emmené au CNC. Je ne sais pas comment il connaissait le type qui nous a reçus, mais la personne qui travaillait au CNC, qui en gros le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui finance la plupart des productions cinéma et audiovisuel en France. La personne qui nous a reçus m'a conseillé de faire un court métrage avant de faire le long. Et je comprenais cette réponse-là en fait. Effectivement, j'ai besoin de faire mes preuves, etc. Mais j'étais pas d'accord parce que pour moi, c'était me mentir que de me forcer à créer un contenu pour un court-métrage pour faire pour optique de faire un long. Du coup, j'ai décidé de pas suivre ce chemin-là et de suivre le mien, de continuer à bosser dessus et de travailler en parallèle sur d'autres prods. Ça fait vraiment du coup beaucoup moins d'heures de sommeil que la plupart, je pense, des gens, beaucoup moins de sorties, etc.
Mais voilà, il faut beaucoup de persévérance. Et je ne sais pas si en prise de vue réelle, c'est exactement la même chose ou pas. Parce que je crois qu'il y a en termes d'enjeux financiers en animation, ça coûte quand même très cher d'en fabriquer. Du coup, plus c'est cher, plus c'est risqué a priori. Donc a priori aussi, plus les auteurs ont intérêt à faire leurs preuves. Et je pense que du coup, si ça a marché pour moi pour l'animation, je pense que ça devrait pouvoir aussi marcher pour les gens en prise de vue réelle. Et donc si l'optique c'est de faire un long, vraiment moi j'y crois, il faut se lancer sur le long, quoi. Faut réécrire, 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 c'est toujours l'histoire qui compte, et puis s'entourer des bonnes personnes pour écrire aussi, ou réécrire, corriger, améliorer. Il faut jamais s'attacher à ce qu'on fait, parce que ce qu'on propose, moi je crois beaucoup au conflit en fait pour créer. Les premières ébauches, les premières idées, etc. Elles peuvent toujours sembler super cool, fonctionner super bien, mais voilà, ça arrive très souvent qu'on jette ça à la poubelle et qu'on change complètement. Du coup, il faut aussi avoir vraiment beaucoup de recul, et travailler à plusieurs, ça permet d'apprendre à avoir du recul aussi. Et à gérer une autre chose dont on ne parle pas assez souvent, l'ego. Voilà. Parce que oui, l'ego, on parle d'un domaine artistique, hein, et même dans la production, voilà, on est dans un domaine où chacun a beaucoup d'ego, a envie d'exister, et ce que je comprends totalement. Et voilà, je pense qu'il faut que les gens aient la place justement pour pouvoir exister. Voilà. Et comment du coup t'as réussi à convaincre des prods et tout de te suivre si justement t'es pas passé par l'étape court-métrage qui peut en effet prouver que tu sais raconter une histoire, que tu sais la mettre en scène, comment t'as réussi à convaincre? Alors, apparemment ça a pris du temps, parce que tu disais ça a pris 7 ans, ou c'est ça? Comment t'as fait? Comment j'ai fait? On a écrit. Michael a fourni des images, on a fourni peut-être beaucoup plus de travail que ce qui se fait, je pense, habituellement pour un dossier de présentation. Et j'ai essayé d'être très très précis, sans forcément être synthétique justement, mais en vraiment décrivant tout ce que je voulais mettre en place dans le film, tout raconter. J'ai expliqué techniquement en fait comment le film allait être fabriqué. Donc toutes les étapes vraiment de A à Z, quel logiciel, qui interviendrait à quel moment, et sous différentes architectures de production aussi, si on allait devoir être éclaté, si on allait pouvoir réunir tout le monde dans un même lieu, etc. Donc vraiment prouver déjà à l'écrit que dans ma tête je pouvais me projeter déjà vers là où on allait. Et voilà, et en fait le producteur Sébastien, comment ça s'est passé? Il se trouvait que moi j'avais une démarche avec mes co-auteurs, c'était de pas forcément chercher de producteur tout de suite, parce qu'on voulait vraiment consolider le contenu du film. Moi je me disais que voilà, si je construis un bloc, je vais voir un producteur, lui il va forcément vouloir, pour des raisons on va dire pécuniaires, etc. Ça c'était vraiment ce que je pensais avant. Il va vouloir le polir à sa façon, etc. Du coup autant partir vers la forme la plus aboutie possible. Et au final, en fait, mes appréhensions se sont avérées fausses, parce qu'en fait, Sébastien, du coup, il nous a laissé carte blanche. Il nous a dit que lui, son but en tant que producteur, c'était de soutenir des auteurs et leurs travaux, et pas de faire réaliser des films par des auteurs en fait. Et voilà, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Du coup, lui, il m'a aidé à faire mon film, quoi. Du coup, il n'y a pas eu cette frustration de producteur qui pourrait pu me dire ah non, mais je le voyais plus comme ça ton film, etc. Ça n'est jamais arrivé, quoi. Lui, son but, ça a toujours été de respecter ma vision, et d'où la raison pour laquelle je vais continuer de travailler avec lui, hein. Je pense que voilà, ça tombe pas tous les jours. Et voilà, pour l'anecdote, là j'ai fait une digression énorme, mais je l'ai rencontré parce qu'on avait besoin d'un plan de financement, et dans les dossiers en fait pour demander des bourses, etc. Voilà. Non, il faut pas forcément une prod, mais il faut un plan de financement. Et quand tu viens du dessin, tu sais, les chiffres, tout ça, et puis les postes en plus. Donc je l'ai rencontré, et on a bu un café ensemble. Et il a dit qu'il a accepté de le faire. Et j'étais prêt à lui dire bon merci, allez, salut. Et il me fait non, mais attends, mais du coup tu me parles pas de ton projet? Je lui ai fait mais c'était pas prévu, vas-y, ok. Donc je lui en parle. Sébastien, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est pas un mec expansif, il est pas là à tout de suite te dire ah j'adore ton projet, je le veux, tiens je mets combien. Il est pas du tout comme ça.
Il a vraiment pris plusieurs semaines. Il m'a envoyé un texto, il m'a dit écoute, j'ai bien réfléchi, ton projet, je l'aime beaucoup, j'ai envie de le produire. Et ce à quoi j'ai répondu écoute, nous on va réfléchir. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu gamin, mais bon, ça donnait une espèce de position de force à l'auteur et qui, je pense, n'arrive pas forcément tous les jours. Et voilà, on a procédé comme ça et on a eu la bourse justement de la Fondation Lagardère qui nous a permis d'aller au Cambodge pour faire plein de recherches, rencontrer des gens, etc., retracer certains parcours. Et on est revenu et du coup on a signé. Et voilà. Et l'aventure en fait officiellement du coup a commencé, je crois que c'était en 2012 ou 2013. Et on avait vraiment du coup en amont pris le temps de travailler à notre rythme. On se voyait 1 ou 2 fois par semaine avec mes co-auteurs et on avançait. Voilà. Et comment tu l'as rencontré du coup ce prod? C'était t'as visé une production en particulier? Tu t'es dit tiens ils font le type de film que je veux faire ou on te l'a conseillé, tu l'as rencontré, ça a été facile ou t'as envoyé un mail et puis t'as attendu une réponse Non, justement en fait je voulais éviter ce côté j'envoie un dossier à une prod et j'attends et parce que je suis vraiment impatient, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et du coup à chaque fois j'ai essayé d'avoir des rendez-vous, on a rencontré d'autres producteurs. Et il se trouve que Sébastien, en fait, il vient des films d'ici qui ont coproduit Valse avec Bachir. C'est pas Sébastien qui l'a produit personnellement, mais il y avait ce pédigré-là, en fait. Bon, même si Valse avec Bachir, c'est pas un film qui narrativement, ça reste un documentaire très intelligemment fait, mais voilà, ça reste très différent de Funan. J'avais pas envie spécialement qu'on catégorise Funan avec Valse Bachir voilà. Mais bon et voilà donc il y avait ça et puis la personnalité de Sébastien quoi, je savais qu'il nous laisserait beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, donc on a avancé ensemble et moi j'étais très très curieux, alors c'était peut-être dangereux de jouer sur cette curiosité-là, de travailler avec une boîte de prod qui n'est pas un studio d'animation en même temps. Parce que du coup, quand on fait ça, il n'y a pas tout le confort entre guillemets derrière, il n'y a pas les postes, il n'y a pas le matériel et on développe tout dans son coin. Mais c'est peut-être le prix de la liberté en fait, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film, il faut aller le voir. Et il n'est pas encore en salle. C'est un film qui, je pense, n'a pas grand-chose à voir en fait, avec ce qui se fait d'habitude en animation. Par ailleurs, je ne sais pas si je peux dire que j'ai vraiment beaucoup d'influence de la part de films d'animation. Moi, j'aime beaucoup la prise de vue réelle, en fait, mais je n'éprouve pas du tout de frustration à ne pas en faire. Hein. Et voilà, même c'est surtout dans la mise en scène du film, j'ai essayé de m'inspirer plutôt de films live que d'animation. Non pas que l'animation c'est un sous-genre, loin de là, mais voilà, je suis très sensible au jeu de vrais comédiens. Et peut-être en animation, on perd un petit peu de cette spontanéité-là, et c'est très difficile de le reproduire, mais au moins dans l'animation, il y a un contrôle total surtout. En fait. Dès le storyboard, en fait, tout est dicté et il n'y a plus qu'à faire. Et du coup, peut-être avant de parler plus précisément du scénario et de l'histoire, t'as dû du coup construire toi-même ton équipe d'animation ou comment ça s'est passé? Est-ce que du coup d'avoir fait une école parce que t'as fait Gobelin, est-ce que ça t'a aidé justement à trouver les postes si t'as pas déjà un studio tout prêt avec tous les animateurs qu'il faut? Enfin, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est comme une équipe de tournage mais sauf que c'est qu'une grande équipe de post-prod Enfin bref, dis-nous. Alors c'est tellement plus compliqué que ça. En fait, tout ne dépend pas. C'est pas comme si on pouvait embaucher qui on voulait. Hein. Il y a des impératifs de dépenses en fonction des territoires qui ont accepté d'aider à financer le film. Et il y a des endroits où on peut avoir qui on veut. Il y a d'autres endroits où il faut recruter sur place. Et voilà, ça crée différentes cultures aussi. Ça implique de bosser avec des gens qui ont différentes cultures du médium, différentes approches, etc. Et moi, évidemment, venant de Gobelin, mon objectif, c'était d'essayer d'embaucher le plus de gens possible venant de cette école. Du coup, j'ai un petit peu écumé les portes, pas les portes ouvertes, mais genre jury de fin d'année, les petites soirées, tout ça. Et parce qu'on avait un petit potentiel pour recruter à La Réunion. Et tous ceux qui voulaient, ils étaient les bienvenus, quoi. Donc, et voilà, ça s'est très bien passé. Hein, donc, Parce qu'en gros, le film a été financé par plusieurs pays.
c'est comme ça que ça se fait. Enfin, il y a même des films en prise de vue réelle qui sont financés aussi par plein de pays, mais est-ce que c'est quasi obligatoire pour un film d'animation d'être financé par autant de différentes sources parce que c'est plus cher, je me rends pas compte en termes de budget. Est-ce que c'est plus cher ou est-ce qu'il y a moins d'audience ou qu'est-ce qui fait que ça a l'air plus compliqué? Bah, l'animation coûte plus cher parce que c'est juste mathématique en fait. Quand vous voulez tourner une minute avec une caméra, vous tournez une minute et voilà, si tout va bien, vous avez une minute. En animation, une minute, ça se compte pas comme ça. En général, on est aux alentours de 1 à 2 secondes jour par animateur. Donc il faut faire le calcul, c'est super long. Sur Funan, on avait un peu plus de 18 mois de production. Ce qui, je crois, qui n'a rien à voir avec la prise de vue réelle, où en quelques mois, les choses peuvent se boucler, voire en quelques semaines. Et du coup, les montants montent très rapidement. On parle de plusieurs millions. Et malheureusement, quand on est sur un scénario original, quand on est comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves avant, c'est dur de financer un film. C'est très dur. Du coup, on a dû taper à plein de portes, voir l'étranger. Le Luxembourg, ils sont intervenus massivement sur le film pour le soutenir financièrement et le rendre faisable. La Belgique aussi, et la France à travers 4 régions. Et voilà, c'est ce qui est compliqué, quoi. On n'a pas eu de chaîne télé. Traditionnellement, en fait, voilà, il faut une chaîne télé. Ils apportent du cash flow, c'est-à-dire un montant qu'on peut un peu dépenser un peu où on veut. Et du coup recruter qui on veut. Mais voilà, du coup il y a eu plein de contraintes qui ont fait que pour le recrutement au début ça a été un petit peu casse-gueule. Mais au final il a fallu s'adapter, tout reconfigurer. Et puis il y a le Cambodge qui est arrivé finalement. Moi j'étais super content de les faire intervenir, mais en termes sur le plan artistique, il y avait encore pas mal de soucis parce qu'ils débutent à peine, il a fallu les former, etc. Je dirais pas qu'aujourd'hui ils sont prêts pour bosser sur des grosses productions, mais tout dépend de la supervision, quoi. Moi je voulais bosser avec eux et il y avait un pote à moi de ma classe qui allait là-bas. C'est un ancien de DreamWorks et il est parti là-bas, il a supervisé, tout s'est super bien passé, donc super. Et ouais, après, moi, je pense que oui, les films d'animation, ça coûte cher, mais après, des fois, enfin, sur les grosses productions, on va sur des montants assez, vraiment très impressionnants. Et mais je trouve ça important quand même de redescendre un petit peu sur terre, quoi. On fait des films, on n'est pas en train de, voilà, il y a des choses plus importantes et qui ont besoin d'argent que, voilà. Enfin, je dis pas que c'est pas important de faire des films, mais je sais pas, des budgets au-delà de 10 millions, ça commence à être vraiment beaucoup, quoi. Et donc voilà, c'est... Pour rebondir sur l'importance du coup des films, je pense que, enfin, en faisant ton film, tu as voulu aussi raconter avant tout une histoire, normale. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'impact que tu cherches à avoir avec ce film et avec l'histoire que tu racontes? Alors, par rapport à l'impact que je souhaite avoir ce film, avec ce film, je sais pas en fait. Ce que je disais, c'était que le fait que le public voit le film, c'est pas du tout quelque chose que j'ai imaginé en fait. Et c'est complètement bizarre parce que j'ai beau avoir passé autant de temps sur le développement, même avec mes co-auteurs, tout ça, et sur la production. Je pensais film, mais je pensais pas à la séance en fait, le fait que les gens aillent le voir. Et du coup, ça m'a évidemment fait beaucoup de choses, procuré beaucoup d'émotions, tout ça, les retours, la réaction des gens. Et du coup, l'impact, c'est peut-être ça en fait. Je crois en fait. Moi, j'avais envie de véhiculer certaines émotions que j'avais ressenties en lisant des témoignages, en lisant des livres de gens qui racontaient leur parcours. Et surtout en écoutant ce que me racontait ma mère. Et je crois que sur ce plan-là, les gens me le rendent en fait du coup, parce que j'ai vu beaucoup d'émotions dans le visage des gens. Et voilà, c'était vraiment ce que j'avais ressenti, quoi. Et bien évidemment, ensuite, le film est dur. Ça, je l'assume complètement. Et ça me pose pas de souci que ça soit en animation. On m'avait demandé par exemple pourquoi j'avais traité le point de vue de la mère et pas du fils. La raison est simple, c'est que c'est ma mère qui me racontait la chose, c'est pas mon grand frère. Et puis ça m'intéressait pas spécialement de raconter le point de vue d'un enfant. Soit c'est un parti pris d'auteur comme un autre. Il y a pas un parti pris mieux que l'autre. Et c'est pas parce que c'est de l'animation que il faut que ça soit pour les enfants, quoi. Donc voilà, c'est dur, et parce que la réalité était dure là-bas, des gens crevaient.
J'ai pas envie de me faire semblant, montrer des gens qui... Voilà, il y avait des gens qui mouraient, donc on voit, de manière suggérée ou non, on voit de la mort, quoi. C'est de la réalité, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui, et l'animation, pour moi, c'est pas un médium naïf qui doit s'interdire de raconter tout ça. On pose jamais ce genre de questions à la prise de vue réelle, quoi, je veux dire. Donc pourquoi les poser à l'animation? Et c'est typiquement en Occident, je trouve, par exemple, vous allez dans des marchés, dans des supermarchés, tout ça, pour acheter des DVD. Vous avez le genre humour, comédie, humour, drame, etc. Et vous avez le genre animation. Mais c'est complètement stupide en fait de qualifier les choses comme ça. Vous avez cette catégorie-là où il y a des drames, il y a des films drôles, il y a des films mainstream, etc. Donc faut arrêter. En fait, le genre animation n'existe pas, quoi. Voilà. Donc désolé pour le coup de gueule. Et du coup, j'imagine que peut-être tu es en train de bosser sur un prochain long métrage. Est-ce que c'est encore une histoire qui te tient autant à cœur puisque proche de ta famille? Et est-ce que tu vois une façon de faire le tout plus rapidement? Maintenant que tu as déjà les contacts avec les prods et que là, il y a eu une sélection à Annecy, etc. Est-ce que tu sens que ça va être plus simple? Je t'avoue que c'est tout ce que j'espère en fait. Comment dire? Évidemment, en fait, quand tu as un film qui se fait un petit peu remarquer, a priori, de ce qu'on me dit, ça aide. Et je compte beaucoup sur ça, du coup. Ensuite, techniquement, je connais très mal le métier de production. Par ailleurs, ça m'intéresse pas des masses. C'est tellement d'emmerde. Je préfère laisser ça au producteur, du coup. Et lui, il me semble être optimiste sur l'avenir. Et donc, oui, je te réponds qu'il y a plusieurs projets. Plusieurs projets qui... Alors, est-ce que j'aurai ce rapport personnel avec tous ces projets? Avec un des projets, oui. Et pour te le dire, c'est un court-métrage, en fait. Parce que, voilà, j'ai envie d'explorer d'autres formats. C'est pas une finalité, quoi, le long-métrage. Et c'est le prochain. Du coup, j'ai pas fait de court-métrage avant, mais j'ai fait un court-métrage après. Et qui sera, comment dire, pour moi, dans ma démarche de travail, vraiment en lien avec Funan. Et après, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir clore pendant un certain temps toute cette partie réflexion sur mes origines. Voilà, quoi. Et ensuite, il y a un autre projet de long métrage en développement. Alors celui-là, comment dire, du coup, il n'y a pas de rapport familial ni personnel avec. Il sera plusieurs niveaux de lecture. J'ai envie de l'adresser particulièrement aux enfants, d'ailleurs. Et pas parce que c'est de l'animation, parce que justement le sujet est adulte. Tous les thèmes traités sont universels et j'y suis beaucoup attaché. Il y a une dimension là peut-être plus politique encore que ce qu'on peut, enfin que la prétendue dimension politique peut-être de Funan que j'ai pas forcément voulu mettre. Hein. Mais dans ce prochain projet, il y aura quelque chose de voilà, c'est plus lié à la société, tout ça avec un ancrage historique très fort normalement. Donc voilà, tu vois déjà dans la description, ça ressemble pas du tout à un film pour enfants, mais dans quelques années, parce que voilà, il faudra développer, et dans quelques années, il y aura des choses qui vont apparaître, ouais, mais je peux pas en dire plus en fait. C'est pas grave. Mais du coup, les idées que tu as des films que tu veux raconter, des histoires que tu veux raconter, te viennent de choses que tu as envie de communiquer, de questions que tu as envie de poser, ou d'histoires que tu as envie, enfin je veux dire, l'histoire de ta famille, ou l'histoire avec un grand H, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est l'histoire avec un grand H. En fait, moi, c'est des parcours par exemple, de personnages, de gens qui m'inspirent ou que je fantasme en fait simplement. Fantasmer dans le sens où, dans le cadre par exemple de ma famille, tout ça, c'est des gens que je fantasme parce que j'ai jamais connus et que j'idéalise l'existence en fait, dont j'ai idéalisé. Ouais. Et sinon. Ouais, moi j'ai envie de créer des personnages, peut-être basés sur des personnages qui ont existé, mais je peux pas en dire plus. Mais voilà, qui ont un parcours inspirant et qui me donnent envie de m'améliorer en fait. Et cette envie d'amélioration, peut-être que j'ai aussi envie que j'aurais envie de partager dans de futurs projets. Voilà, de dépassement de notre cadre de vie en fait, de tout ce qui régit peut-être la société. Toutes ces règles, tout ça, et
l'émancipation. Voilà. Est-ce que tu imaginais tout le parcours après avoir fait le film, un long métrage, c'est-à-dire de vendre le film? Est-ce que, donc là, j'imagine si tu es à Annecy, c'est entre autres aussi pour ça. Comment ça se passe toute cette étape? Bah écoute, je crois que ça se passe bien, sauf si vous me dites que ça se passe mal. Est-ce que je l'ai anticipé? Je le prévoyais, bizarrement je le prévoyais plus que le fait que le public aille voir le film. Mais voilà, c'est vraiment une première fois. Je pense que c'est vraiment le début. Du coup, j'ai pas assez de recul encore j'ai vraiment pas encore digéré tout ça. Mais j'espère que ça va continuer un peu sur la même vague. Et puis voilà, quoi, il y a le temps. Le film sort l'année prochaine. Je crois que les équipes qui sont en charge de la distribution, ils vont bien prendre le temps de travailler la chose. Et c'est tant mieux parce que je trouve ça très respectueux de justement tout le temps qu'on a passé aussi à développer et à fabriquer. Et du coup, là, c'est le temps pour passer à digérer toutes ces informations pour savoir comment le montrer en fait. Donc voilà, je pense que l'accompagnement est vraiment cool. Voilà, du coup, il faut bien s'entourer. On peut tout faire quand on est bien entouré, quoi. Et évidemment, il y a de la chance, tout ça. Faut pas hésiter à dire non à certains pour dire oui à d'autres. Et mon producteur, je sais par exemple que quand je l'ai rencontré, je savais qu'il n'avait jamais fait d'animation. Et c'était justement un pari. Je me disais que certainement que les producteurs, de toute façon, qui viennent du live ou de l'animation, ils vont s'adresser au même guichet. Donc autant être tenté avec un producteur live. Et en plus, il va pas connaître l'animation, du coup, il pourra pas m'embêter. Voilà, c'est ça. Et du coup, quel serait le conseil, si tu avais qu'un conseil ou plusieurs, hein, mais à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la réalisation de films d'animation? De persévérer en fait. Ta question c'était pas ça au début, c'était si tu devais te donner ton conseil à toi-même, si je devais me le dire à moi-même, je me dirais continue mec. Mais bon, à quelqu'un que je connaîtrais pas, je dirais de persévérer parce que effectivement c'est dur, tout dépend en fait du projet comme je le dis. Si c'est un projet qui est original, qui tient à cœur mais que personne ne connaît, il faut pas lâcher l'affaire, faut s'entourer. Faut jamais croire qu'on peut arriver à faire les choses seul en fait. Faut pas hésiter de s'entourer et faut foncer quoi. Faut pas avoir peur parce que faut forcer des portes sinon on n'avance pas simplement. Si les portes restent fermées on reste sur place. Donc voilà. Et faire attention à sa santé aussi parce que c'est vraiment beaucoup de boulot l'animation et voilà. Top. Merci Denis. Et du coup on pourra retrouver ton film Funan tout partout dans le monde? Aucune idée. Pour le moment, aucune idée. Comme je vous disais, le distributeur va travailler dessus. Je sais que la sortie est prévue pour mars 2019. Et en ce qui concerne le monde, Inch'Allah, je sais pas. Top. Il y a une version cambodgienne qui va être travaillée. Et voilà, j'attends beaucoup de cette version-là. Donc on verra comment ça va se passer. Mais tout devrait être prêt pour 2019 et on verra comment ils travailleront. Hein. S'ils travaillent bien, il y aura le film dans le monde. Sinon, nous seuls aurons la chance en France. Je sais pas. Non, mais ils y arriveront, je pense. C'est parce que je connais très mal le métier de distribution. Je dis n'importe quoi en fait. Top. Merci Denis. On enchaîne tout de suite avec l'interview de Nora. Par contre, elle a que 10 minutes à nous accorder. Du coup, il va falloir être plutôt efficace. Allez, suis-moi. Hello Nora. Thanks for the interview. I would like to ask you some questions, but maybe first, how do we become an animation director, an animator director? Oh, I think and it means something different in every film. So if you're an animation director for a huge blockbuster film is a little bit different than it is for a short film or an animation commercial. So it can be quite different. But how do you become a director? People come at it from different disciplines. Some people come from screenwriting. Some people come from animation itself. As in and also. People come from story artists, I think. So there are different routes to become an animation director. At the end of the day, you are a storyteller. So I mean, that's the heart of it. And so you started as an animator, and you had to show short films to then get to be produced and make your feature film.
Yeah, absolutely. I mean, we set up our own company in Ireland nearly 20 years ago now, you know, and when you set up your own company, you do anything that you can to keep the company going and to make sure that you have enough money to pay the people that are working with you that next month. So we did everything from short films, commercials, you know, work for the internet, anything we could, you know, just to try and get experience as well as everything else, you know. Everything that you do informs what you do next, you know, and certainly those early years for me were a huge education. I learned about sound design, you know, about how to create a score, what happens to a film after you make it, and how do you market it and publicize it and all of that. So all of these things, you know, they help you in the future, basically, you know, the films that you make. So when it comes to making a film like Piranha, it means that I kind of had an understanding of how things work. And when you started making or telling stories, you were already aware of the power of stories, or it came in a second time? Or can we talk about the power of stories? Yeah, absolutely. I think that everybody is a storyteller, you know, and whether it be, you know, you come home in the evening and somebody asks you how your day went, and you create a vocabulary around how, you know, what happened, a narrative around what happened to you during that day. It gives a sense of normality to life, you know, and life is utter chaos, you know, and I think the stories that we tell put some kind of normality on that. So I think that, you know, everyone's a storyteller, whether you're, you know, being a filmmaker is no different than conversations that you have with your friends, you know, in ways. It's being able to capture that, I suppose, makes you a filmmaker, being able to identify what it is that that you're experiencing, that people are experiencing, using it as a method of communication. You know, using the screen as a method of communication is something that I've always been extremely interested in. And the power of story, yeah, I think, you know, I've always been aware of it. The power of drawing as well, you know, the power of using it as a method of communication. With this movie or another one, you want to have impact? Do you want to have impact, or a political impact, or a social impact? What is the yes, the message, and also the what is your goal, and what do you expect? I am just searching for truth. I am just trying to ask the right questions, you know. I don't have any answers. I don't have a message even. You know, I think that for me it's just about asking questions. It's just about and doing that as honestly as I possibly can, involving as many people as I can in those questions. You know, animation is such a collaborative medium. It means that it's not only, you know, me as a director that gets to ask the questions. It is my entire team, all the people that I meet along the way. It's such an incredibly time-consuming process. You know, this whole film took nearly 5 years from that first outline of the screenplay through to final mix. Within that time, it meant that so many people could contribute. We could fix things. We could explore new things. You know, there's a lot of benefit to things taking such a long time. You know, and you feel that on the screen, I think. But in terms of what I just wanted to express what it was like to be a child like Piranha, to get up every morning, to want to do what's best for her family, to try desperately to see her father again, to express what is both quite specific about her, but what's universal as well. So for me, that's the heart of it. I think that as a filmmaker, if you try to make a message, you'll fail. You know, people will feel that they're being lectured to. I think that if you come at something from a very emotional place, then you'll touch other people's emotions as well. I think, you know, obviously, you know, films can be intellectual and you can have the depth there. For instance, in our film, we do nod to the greater political situation in Afghanistan and how it came to be, but it's not, you know, bashing you over the head with it. You know, it's there in the background. You know, and family and love is at the heart of this drama. And how do you do to make your film sound so truthful? Because it's based on a book. But did you get in Afghanistan? Did you meet the people? How did you do to make it sound really true? Yeah, you know, it was an interesting dilemma because I couldn't time travel. So, you know, I couldn't go back to Afghanistan of, you know, the late 1990s, early 2000s, where,
photography was forbidden, in Afghanistan at the time. It was a place that was closed off to foreigners. 80% of the city of Kabul had been destroyed due to the decades of conflict that had preceded that time. So we relied very much on the testimony of Afghan people from different perspectives, different ethnic groups within Afghanistan, people from different religious perspectives, and tried then from all of those stories to try to tell something that was kind of a bird's eye view, I guess. The wonderful thing about animation is that it can be very specific in certain ways, but in other ways, the more that you simplify characters, the less lines that you draw them with, the more that you can communicate with that, and the more that people will empathize with their characters or connect with them, because Parana isn't even that recognizable as one particular ethnic group within Afghanistan. So therefore, everybody can feel a sense of connection with her, So it came from lots and lots of research, lots and lots of discussions, and all of those form this film. It's not, like I said, it's not just my view of what this film should be. It was literally this project was about listening, And okay, 2 minutes. So last questions. To make this kind of film, to find the funding, it was an absolute need to be produced by many different countries to get all the money. And second question in this one, how do you keep faith during these 5 years that this is the movie you want to make? For us to make the film, a film like this, you have to go to different sources. If we tried it just in Ireland, like the country is, we've got a population of just over 4.5 million people. So, our government isn't able to give that much money to fund a film, but it is very generous in terms of tax breaks. So that's why we had a co-production between Ireland and Luxembourg and Canada. We also had some finance coming from the United States. We had 19 different funding sources for this film, but they all came together. Producers really, know what they're doing on independent films. There is no job more difficult, I think, than putting together funding on independent films. But with that came a lot of freedom to tell the story that we wanted to make. We had no shareholders worried about, what dolls we were going to try and put on the market for the next Christmas season or something like that. It was literally about how do we tell the story the best way we can and put that on the screen. With that comes a huge freedom. I forgot your second question. How do you keep faith? And the last question, what would be the advice you would give you 20? I don't know when you started making movies and. That's the same question as what would be your advice for someone who wants to start making feature films or short films? Okay, so the first question about how do you keep faith, over a 5-year production. I think everyone who works on the film gives you energy. They give you their energy. They give you their skill and talent and time and honesty. And when you work with voice actors, you work with animators, background painters, storyboarders, sound designers, musicians. Each of those departments gives you energy. So for me, that's an easy thing to do. You can spend a year doing something quick and it'll be the first thing that comes into your head, or you can spend a long time trying to make something that is merging together of everybody's experiences, and that's what The Breadwinner is. In terms of advice for young filmmakers or animators, I would just ask questions. I think when I started out, I was afraid to appear stupid by asking the wrong questions, and now I ask really stupid questions all the time, and then never stop learning, just continue on, always look for new challenges. If you're not scared by your next project, then you shouldn't do it. Thank you very much, Nora. Thank you. On a rencontré d'autres réalisateurs, mais malheureusement qui n'avaient pas le temps sur le festival de faire des interviews, donc on espère les avoir en interview quand même sur Rouge Vert Bleu, mais dans de meilleures conditions plus tard. Donc entre temps, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rouge Vert Bleu si tu cherches d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la création vidéo. Moi c'est Guillaume et je te dis à la prochaine. Salut!